Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 18 décembre 2024 et a acté les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi uniforme portant réglementation de la microfinance en République du Bénin, celui portant statut des ambassadeurs thématiques en République du Bénin, ainsi que les tests d'application de la loi numéro 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Ceci se rapporte aux conditions et modalités d'emploi de la main-d'œuvre étrangère en République du Bénin, modalités de désignation des assesseurs et conditions d'exercice des fonctions d'assesseurs dans les juridictions du travail, modalités de répartition des produits des amendes réprimant les infractions à la législation du travail. S'agissant des communications, en point 1, contractualisation avec diverses sociétés dans le cadre du projet de construction d'un complexe immobilier au profit du ministère de la Justice. Le dit complexe abritera le tribunal de commerce, la Cour d'appel de commerce, la Cour spéciale des affaires foncières, ainsi que le siège de l'Agence nationale d'équipement et du patrimoine immobilier de la justice. Sa réalisation vise à offrir un environnement de travail plus confortable au personnel, tout en améliorant l'efficacité des institutions judiciaires. À cet effet, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec les entreprises sélectionnées en vue de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage délégués. En point 2, réalisation des travaux de voirie et d'assainissement et construction d'équipements socio-communautaires dans les communes d'Alada, Aplawe, Lokossa, Djougou, Kandi, Dassazoumé et Pobé. Ces travaux impactent ainsi 7 des 12 communes chefs-lieux de nos départements et interviennent au titre des investissements municipaux portés par le programme BRIC. Ils prennent en compte, dans la commune de Lokossa, 3,9 km de voirie à paver et assainir, 4,8 km d'ouvrages d'assainissement, 460 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement. À Aplawe, ce sont 3,4 km d'aménagement de voirie principale et 1,2 km de bretelles, ainsi que 889 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à réaliser. Dans la commune de Kandi, il s'agit de l'assainissement et du pavage de 6 rues pour un linéaire total d'environ 3,9 km. En ce qui concerne Alada, 4,46 km de rues seront aménagées, pavées et assainis. S'y ajouteront 6,5 km d'ouvrages d'assainissement, la rénovation du marché Saint-Michel avec la construction de hangars, l'éclairage public et la plantation d'arbres. À Dassazoumé sont retenus des travaux de voirie et d'assainissement, la construction d'une gare routière et d'un parking gros porteur. S'agissant de Pobé, 3 km 507 de rues sont à paver et assainir, complétées par 5,5 km d'ouvrages d'assainissement, l'éclairage public et la plantation d'arbres, l'assainissement du marché et le pavage de ses voies d'accès sud et est, l'assainissement de la gare routière, la réhabilitation du hall IFA, l'aménagement de l'espace vert justant l'hôtel de ville, l'éclairage public et la plantation d'arbres. Enfin, dans la commune de Djougou, 2,6 km de voiries sont à paver et assainir, en plus de 991 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement à construire. Les ministres concernés accompliront les diligences nécessaires à la formalisation des contrats de marché et veilleront à la bonne exécution des travaux.
Une importante quantité de devises en provenance du Nigeria pour le Bénin, arraisonnée par le Bureau de surveillance du territoire douanier, conduit d'un main de maître par le colonel Marcelin Laoro. L'individu qui est le cerveau de ce trafic est doté de toutes les stratégies pour contourner la douane béninoise. Malheureusement pour lui, le dispositif mis en place par la douane béninoise a porté ses fruits. Cette opération a été possible grâce aux instructions de la hiérarchie. Quand nous avons eu l'information, la hiérarchie nous a instruit. Nous avons renforcé le contrôle au niveau des frontières terrestres. Et c'est ce dispositif qui nous a permis de mettre la main sur cet individu, cette devise qu'il a mis tout au long de son corps. L'individu pensait tromper la vigilance de la douane. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, il a été surpris que, bien qu'il ait changé de moyen au niveau des frontières, il est rentré dans un taxi. On a pu mettre la main sur lui et après une palpation, vous-même, vous avez constaté qu'il est entouré de beaucoup de billets en euros. Vous savez, aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le grand banditisme et autres, la manipulation de l'espèce aujourd'hui est encadrée. Et d'ailleurs, c'est encadré par un règlement de l'UEMOA. Ensuite, pour transporter de l'argent en espèces, il y a des obligations. La première obligation, il faut une déclaration. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Et le fait de faire la déclaration ne veut pas dire que vous voulez perdre les devises que vous avez. Vous faites la déclaration et ça permet aux autorités compétentes, ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais si vous ne faites pas la déclaration, vous tombez, vous commettez une infraction qui sont prévues et punies par tous ces tests que je viens de citer. Donc, nos populations pensent qu'aujourd'hui, en important frauduleusement les devises, ils sont en train de, disons, ils se croient peut-être plus malins que les services de l'État. Mais quand vous tombez dedans, les sanctions sont lourdes. Et je vous ai cité beaucoup de tests aujourd'hui. Donc, tout est encadré. Et à partir du moment où c'est encadré, si vous savez que vous voulez disposer de votre argent ou de votre devise pour disposer comme vous voulez, vous n'avez que la seule obligation de faire la déclaration en douane. Et vous faites la déclaration, vous dites j'ai telle devise de tel montant. On ne vous demande même pas qu'est-ce que vous voulez faire avec. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, c'est très clair. Il y a deux catégories de peines. Il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans. Il y a des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. C'est-à-dire qu'on vous saisit les devises et vous payez encore une amende qui peut aller de 2 à 4 fois la valeur de ces devises-là. L'article 20 aussi parle d'emprisonnement allant de 1 à 5 ans. Et l'article 20 dit le minimum. C'est-à-dire que n'importe comment, la justice ne peut pas vous permettre de payer moins. L'amende là ne sera pas moins de la valeur de ce qui a été saisi. C'est-à-dire que le minimum, c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Et les circonstances, c'est-à-dire le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. Et même au-delà de ça, et selon les circonstances,
la loi sur le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux peut être aussi appliquée à ces catégories d'infractions selon les circonstances. Il faut noter qu'en cette période de fin d'année, la douane béninoise a renforcé son dispositif de veille et de contrôle. Il fait honneur au Bénin. Il s'agit du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Il est sacré meilleur ministre des Finances d'Afrique. Ce prix délivré à l'agentier béninois par Financial Afrique témoigne des prouesses qu'il a réalisées depuis 2016 qu'il a à charge ce portefeuille. Romuald Wadani consacre son leadership à révéler le Bénin. Ce sacre reflète aussi la qualité du gouvernement pour la gestion efficiente de l'économie et des finances du pays. 5 critères ont valu ce prix au ministre d'État qui est perçu comme un visionnaire. Il s'agit de la notation, l'endettement, l'inflation, la croissance et le leadership. Romuald Wadani a démontré ses capacités par rapport à ces 5 critères. Il a obtenu la meilleure et plus forte note partout. Romuald Wadani est suivi de Nadia Alaoui du Maroc, Adama Koulibaly de la Côte d'Ivoire, Vera Dave de Souza de l'Angola et Louis-Paul Motaz du Cameroun. Voilà les 5 meilleurs ministres africains des Finances. En ce qui concerne la notation, le ministre d'État a révélé la perception de la gestion financière du pays par des agences internationales. S'agissant de l'endettement, le ministre béninois des Finances a suggéré la dette publique, notamment sa capacité à rembourser selon les chiffres du FMI, de la Banque mondiale, de la BAD et des banques centrales. Pour ce qui est de l'inflation, la stabilité des prix et les politiques mises en œuvre pour la contrôler ne sont plus à démontrer. La capacité du ministre d'État en charge de l'économie et de toute son équipe à maintenir une croissance économique durable est aussi palpable. Romuald Wadani a réussi à conduire des réformes pour la mobilisation des ressources. Cela témoigne de son leadership. L'élection de Romuald Wadani en tant que meilleur ministre des Finances d'Afrique symbolise ainsi le rayonnement croissant du Bénin sur la scène économique internationale et la reconnaissance des efforts soutenus pour assurer la stabilité et la prospérité économique du pays. Plusieurs enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine au Nigeria. L'incident s'est produit mercredi au lycée islamique de Basoroun, dans l'état d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité. La fondation Women in Need of Guidance and Support se préparait à accueillir jusqu'à 5000 jeunes. Il est impossible qu'une personne saine d'esprit organise un événement de cette nature sans impliquer l'appareil de sécurité. Je veux dire que si les gens sont sains d'esprit et conscients de ce qui se passe autour d'eux, vous ne pouvez pas entasser 10 000 personnes, des enfants de surcroît, dans un endroit et vous attendre à ce qu'ils se comportent normalement. Il faut être stupide pour penser de la sorte. Nous ne disculpons donc personne qui soit lié à l'organisation de l'événement. Mais le gouvernement attend le rapport de l'agence de sécurité. Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux où l'on a demandé aux parents de vérifier si des personnes manquaient à l'appel. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade et les services d'urgence nationaux ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes. La loi anti-LGBT au Ghana sur un boulevard. Mercredi, la Cour suprême a rejeté 2 recours déposés contre le texte. Le verdict ouvre la voie à sa promulgation par le président sortant, Nana Akufo-Addo. Le texte, adopté en février par le Parlement ghanéen, est considéré comme le plus restrictif d'Afrique. Un caractère liberticide mis en avant par ses peines
3 ans de prison pour les personnes LGBT et jusqu'à 10 ans pour celles qui promeuvent l'homosexualité. Une déception pour les LGBT et leur soutien, mais le pays pourrait être frappé au porte-monnaie. En cas de promulgation, en effet, le texte priverait le Ghana d'un financement de 3,8 milliards de dollars de la Banque mondiale. Mais pas seulement, le Fonds monétaire international pourrait aussi bloquer un prêt de 3 milliards dont Accra a grand besoin. Le Ghana étant plongé dans une crise économique accrue. Depuis près de 20 mois, la guerre au Soudan a déclenché une catastrophe humanitaire de grande ampleur dans le pays qui touche principalement les femmes et les enfants. Parmi les 12 millions de personnes déplacées figurent des femmes enceintes qui fuient pour sauver leur vie. Ces dernières ne peuvent pas accéder aux services prénatal, d'accouchement ou post-natal en toute sécurité. Après l'accouchement, je m'inquiète du froid et du fait que je n'ai pas d'endroit approprié pour mettre mon bébé. Nous n'avons pas de maison. Nous dormons dehors, à même le sol. Selon les données du Fonds des Nations Unies pour la population, environ 2,7 millions de femmes en âge de procréer sont déplacées au Soudan, dont plus de 272 000 femmes enceintes. À l'approche de l'accouchement, je m'inquiète de savoir s'il s'agira d'un accouchement normal ou d'une césarienne. Subir une césarienne me terrifie, car je n'ai pas les moyens d'en assumer le coût. Jusqu'à 80% des établissements de santé sont fermés ou fonctionnent à peine dans les zones touchées par la crise. Nous avons dû quitter nos villages. À l'époque, j'étais enceinte de 9 mois et des hommes armés ont détruit les centres de santé. Alors j'ai dû partir. Chaque jour, en moyenne, 20 000 personnes sont nouvellement déplacées, dont des femmes enceintes. Selon les Nations Unies, près de 1,5 million de personnes au Soudan sont confrontées à la famine ou au risque de l'être. Au moins 45 personnes ont été tuées et 500 autres blessées lors du passage du cyclone Chido au Mozambique dimanche. Un bilan en hausse, mais toujours provisoire, publié mardi par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Sur le plan matériel, les dégâts restent aussi importants. 24 000 maisons détruites. Au total, le drame a touché plus de 180 000 personnes, alors que les rafales de vent atteignaient 260 km/h. La région de Cabo Delgado a été particulièrement frappée dans le nord, avec 100% des infrastructures détruites selon les Nations Unies. Une région déjà secouée par une crise sécuritaire depuis 7 ans. L'Organisation des Nations Unies a débloqué une aide de 4 millions de dollars au Mozambique pour faire face aux besoins urgents des victimes du cyclone. Selon l'UNICEF, au moins 4,8 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire dans ce pays d'Afrique australe. Il faut 10 millions de dollars pour faire face à l'urgence. Un incendie a ravagé mercredi une partie du bâtiment de l'Assemblée nationale à Monrovia au Libéria. Une épaisse fumée noire et des flammes engloutissaient le dôme du Capitole, siège du Parlement de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les causes du sinistre n'ont pas encore été élucidées. C'est dans un contexte dominé par des tensions au sein de l'Assemblée nationale que ce drame s'est produit. Une guerre pour le perchoir entre deux groupes. Pour l'heure, aucun lien n'a encore été établi entre l'incendie et les rivalités politiques. Plus de peur que de mal, l'incendie de mercredi n'a fait aucune victime. Le feu a été contenu après l'intervention des pompiers. Le Premier ministre égyptien a connu un bref épisode de santé à l'antenne alors qu'il s'adressait à des journalistes au Caire. Mustapha Madbouli s'est soudain agrippé fermement au podium et a demandé que la séance soit interrompue. Le porte-parole du cabinet Mohamed El Omsani a déclaré peu après l'incident que le Premier ministre avait été pris de vertige pendant quelques minutes et qu'il avait dû s'arrêter de parler avant de reprendre son discours, ajoutant qu'il avait eu un gros rhume et qu'il prenait des antibiotiques.
Le premier vol commercial en Syrie depuis la chute du président Bachar el-Assad a décollé mercredi de l'aéroport international de Damas. L'appareil transportant 43 passagers, dont des journalistes, a atterri à Alep, dans le nord du pays. Les vols avaient été suspendus depuis le 8 décembre, lorsque les forces pro-Assad ont abandonné l'aéroport. C'est un jour important dans la vie du peuple syrien. Il marque le premier décollage d'un vol intérieur syrien de l'aéroport international de Damas vers l'aéroport d'Alep depuis la chute de l'ancien régime. Cela prouve le retour de cet aéroport vital au service des Syriens, à la fois au niveau national et international. Ce vol symbolise un retour progressif à la normalité pour le transport aérien en Syrie. Les infrastructures, comme l'aéroport de Damas, reprennent leurs activités après des années d'instabilité. Pendant ce temps, la Jordanie a rouvert sa frontière avec la Syrie, relançant les échanges commerciaux. Après sa défaite face à Donald Trump, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, a lancé un appel puissant aux jeunes pour qu'ils continuent à s'engager activement dans les combats politiques et sociaux. Un public d'étudiants et de jeunes diplômés l'a chaleureusement accueilli au Prince George Community College. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils se sentent fatigués, peut-être même résignés. Certains m'ont dit qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir la force et encore moins l'envie de rester dans la lutte. Mais laissez-moi être très clair. Personne ne peut abandonner. Personne ne peut abandonner. Nous devons rester dans la lutte, chacun d'entre nous. Alors que le rideau tombe sur un acte de sa carrière, Kamala Harris peut déjà envisager le prochain tableau, rester une figure de proue de l'opposition anti-Trump ou se lancer dans la course au poste de gouverneur de Californie en 2026.